Général l'a dit ce lundi 22 juillet à l'occasion de la célébration de la journée nationale l'air dédié. Antenne A, le journal, Patricia Amouli vous informe. Bon début de semaine à vous tous qui êtes branchés sur Antenne A, mesdames, messieurs, bonsoir. Ce journal reçoit pour vous monsieur Fabrice Bassoya. Il est vice-président de l'interfédéral du MLC Kinshasa. Il est venu nous parler de la création d'un nouveau courant rénovateur démocratique CDR au sein du MLC. Monsieur Fabrice Bassoya, bonsoir. Bonsoir madame Patricia. Je vous garde encore sur ces plateaux. Le temps pour moi d'annoncer d'abord que la célébration de la journée nationale de la presse a eu lieu ce 22 juillet 2013. Qu'en pensent les régulateurs congolais et qu'en est-il de la concurrence des chaînes câblées? La réponse avec Sylvie Fortuné-Mboula qui a interrogé pour vous le président du CESAC. Suivez. Les régulateurs de médias tiennent à assurer et assumer un rôle impartial dans l'exercice de la profession. La responsabilité de journaliste et la discipline restent les directives clés de ces nobles métiers. Cette journée vient dans un moment très particulier de notre pays. Elle vient à un moment où nous sommes en train de chercher les voies et moyens d'améliorer les prestations de ceux qui travaillent dans la presse. Les améliorer dans quel sens? D'abord, améliorer la connaissance de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Les régulateurs de médias saluent tout de même le courage de journalistes qui travaillent dans les zones à conflit. Je ne peux que rendre aussi hommage quand même au courage de nos journalistes, parce que travaillant dans des conditions qui sont celles de notre pays, il est vrai que devenir journaliste dans notre pays, c'est aussi accepter un certain risque. Et qui savent très bien qu'une information qu'ils ont donnée peut devenir aussi dangereuse qu'une bombe lorsqu'ils la livrent. Et que pense le CESAC par rapport à la concurrence avec le chaîne câblé? C'est même, j'allais dire, humiliant pour nous de savoir que les gens vont chercher des bons programmes ailleurs. Pourquoi? Parce que quand ils ouvrent la télévision, c'est des scènes d'exorcisme, ils ouvrent la télé, il n'y a que la musique avec des déhanchements, il n'y a rien d'intéressant. On crée la formation, ça signifie qu'on crée des richesses à travers les médias, parce que pour produire, il faut avoir des moyens. Et pour avoir ces moyens, il faut effectivement avoir une bonne production, donc ça va ensemble. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication formule le vœu de voir une collaboration installée entre les chevaliers de la plume à la veille de rendez-vous électoraux et de concertations nationales. En marge de la journée nationale de la presse, GED, journalistes en danger, tient à attirer l'attention de l'opinion et des autorités congolaises sur la persistance en RDC des obstacles et pesanteurs qui empêchent les médias congolais à jouer efficacement leur rôle des chiens de garde dans ces pays démocratiques. Reportage Anne-Marie Ossite, Natacha Bomongo et Sylvie Fortuné-Mboula. La date du 22 juillet de chaque année en RDC est dédiée à la célébration de la journée nationale de la presse. On ne peut pas parler de liberté de la presse lorsque le journaliste n'a pas accès à l'information à travers des multiples obstacles qui freinent le bon fonctionnement de leur travail. Que pense alors le secrétaire général de GED en ces jours réservés aux journalistes? Sur le chemin de la liberté de la presse en RDC depuis plusieurs années, il y a plusieurs obstacles, mais j'en retiens deux essentiellement pour le moment. Le premier obstacle majeur, selon moi, c'est la répression qui s'abat sur des journalistes en termes d'arrestation, en termes de menaces, en termes d'emprisonnement. Et au moment où nous sommes en train de parler, nous avons au moins 4 journalistes derrière les barreaux, à Kinshasa et en province, notamment au Katanga. Et il y a beaucoup d'exactions que des journalistes subissent chaque jour. Donc cette peur des représailles pousse les journalistes justement à s'enfermer dans ce qu'on appelle la censure et l'autocensure qui aujourd'hui sont très nuisibles à la liberté de la presse. Le journaliste a le devoir de bien faire son travail, de former et éduquer, mais se pose un problème de qualité de journaliste qui baisse tout le jour. Que faire pour remonter la pente? Les médias ont pour rôle, n'est-ce pas, les journalistes ont pour rôle de pouvoir éclairer les intelligences, permettre aux gens de savoir ce qui se passe autour d'eux et comment le pays est gouverné, et de pouvoir alimenter le débat sur ces questions qui sont importantes. Aujourd'hui, il me semble que sur ce terrain-là, la presse congolaise n'est pas au rendez-vous. Et aujourd'hui, nous pensons, en tout cas à GED, lancer cet appel aux médias congolais pour qu'ils puissent se ressaisir, essayer de sauver une profession qui se meurt aujourd'hui. Parce que la profession de journaliste est en train de disparaître au profit d'un autre type de profession qui ressemble beaucoup plus à la communication
à la propagande politique et à la manipulation. Après la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse le 3 mai dernier par la communauté internationale sous les thèmes « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias », GED estime qu'il s'agit ici d'une interpellation pour la presse congolaise, un défi à relever afin de briser le chêne de la censure et de l'autocensure. La liberté de la presse rime avec la cohésion nationale. C'est le thème retenu par Freedom for Journalists pour commémorer la journée nationale de la presse. Les membres de Freedom for Journalists ont saisi cette opportunité pour présenter leur rapport semestriel aux Chevaliers de la Plume présents à cette rencontre qui a eu lieu à leur siège à Sosimat dans la commune de La Gombe. Patrick Borel-Mukendi, Dusen Belebele. Comme le veut la tradition, chaque 22 juillet, la RDC célèbre la journée de la presse. L'état-major de Freedom for Journalists, FFJ, en a profité pour échanger avec la presse congolaise. Quelques-uns ont pris la parole à cette occasion. Il s'agit premièrement du président de l'Observatoire de médias congolais. Pour Polydor Muboyaï, l'avenir de ces métiers paraît incertain en termes de relève qui ne rassure pas. À la base de cette inquiétude, le deuxième orateur, le secrétaire général de l'UNPC, place la formation qui n'est pas bien assumée. À cet effet, Joseph Kalundé invite l'IFASIG à opérer un choix judicieux entre la formation des étudiants pendant 5 ans et le 3 mois de passage à la PIC. À son tour, le directeur de FFJ, Désiré Kazadi, a déclaré qu'à ce jour, le journaliste ne devrait pas s'autocensurer. Les journalistes aujourd'hui s'autocensurent. Or, comme nous le savons, il y a le droit du public à l'information. Le journaliste se dit, si je publie une telle information, je serai harcelé, je serai intimidé, je ferai l'objet de poursuites judiciaires ou carrément on va pouvoir m'ôter la vie. Et donc le journaliste se tait, le journaliste ne sait pas donner l'information. Mais lorsque nous rentrons en aval, eh bien on se rend compte, en amont, on se rend compte qu'effectivement le journaliste aurait voulu parler, mais on l'en empêche par des prédateurs de la liberté de la presse. En outre, FFJ invite les chefs de l'État à accorder la grâce présidentielle à un journaliste condamné à 20 ans de prison ferme par la justice militaire et qui se trouve en ce moment malade, selon ses avocats qui ont du reste présenté sa fiche médicale à FFJ. Dans l'actualité des sources médiatiques à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, il nous revient que les FARDC ont réussi à déloger le M23 de la colline de Mudjonga à Kibati. Les forces de la République démocratique du Congo ont récupéré quelques armes lourdes qui freinaient leur progression. Selon la même source, les FARDC se préparent à un assaut sur Kibumba où le M23 a installé son état-major. Comme annoncé au début de ce journal, nous avons sur ce plateau M. Fabrice Bassoya, il est vice-président de l'interfédéral du MLC, qui a une nouvelle importante à nous annoncer. Monsieur Fabrice Bassoya, quelle est la nouvelle de ce jour? En fait, depuis ce matin, cela s'est passé à la commune de Kasavubu. Le cadre du parti, les députés, tant nationaux que provinciaux, les sénateurs se sont réunis en réaction de la communication politique ce qui s'est dit à la messe noire le 18 juillet 2013 au sein du MLC. Et cela faisait allusion en fait à l'évincement du secrétaire général adjoint, l'honorable Jean-Lucien Boussa, comme un des membres de 1+4. Et aujourd'hui, en réaction à cela et à la demande de toute la population et base du MLC, nous avons créé, nous annonçons à la population, le MLC courant démocratique et rénovateur. Ce n'est pas encore un parti politique et ça ne le sera pas. Nous militons au sein du MLC qui est un patrimoine commun et national. Qui en est le président et qu'est-ce qui a motivé la création de ce courant? À la demande de la base, et c'est là à la quasi-totalité de tous les députés qui étaient sur place, c'est l'honorable Jean-Lucien Boussa qui a été porté à la tête. Et cela est dû à la volonté de sauver les MLC de la dérive. Parce que depuis un certain temps, le MLC est dirigé par un club d'amis. Et nous voulons commencer par libérer d'abord les MLC avant de libérer le peuple. Parce que les MLC, je vous rappelle, madame, a été créé pour libérer les Congos. On ne peut pas libérer toute une république démocratique du Congo sans être soi-même libre. Comme on l'a démis au sein du MLC et aujourd'hui le courant rénovateur et démocratique au sein du MLC, ça va se situer au niveau toujours de l'opposition ou de la majorité? Le courant démocratique et rénovateur n'est pas un parti politique. Nous militons au sein du MLC, ce n'est qu'un courant au sein du MLC. Parce que le MLC, c'est notre bien commun. Donc nous sommes dans le MLC et nous sommes du noix dur de l'opposition même.
Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps pour moi d'annoncer que le président intérimaire de la République d'Arabe d'Égypte, Adli Marsou, a envoyé ce lundi 22 juillet 2013 son émissaire Mokleb Kotber auprès du ministre des Affaires étrangères Raymond Tchibanda. Ils ont parlé de récents événements survenus en Égypte, mais surtout de la position du pays de Pharaon face à sa suspension à l'Union africaine. Le ministre Tchibanda a par la suite reçu les ambassadeurs de la France et de la Grande-Bretagne. Ils ont parlé de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Nora Olondo Iloua, reportage. La reprise des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo était au centre des échanges de ce lundi 22 juillet entre le ministre des Affaires étrangères Raymond Tchibanda et l'ambassadeur de Grande-Bretagne Diane Corner. Bien sûr, on espère que ça va redevenir paisible et nous cherchons tous dans la communauté internationale de renforcer la paix, créer la paix et renforcer la stabilité à l'est du pays. À son tour, Luc Alad, ambassadeur de France en RDC, a rencontré le ministre Tchibanda pour avoir le point de vue du gouvernement congolais sur la question de l'Est. Les circonstances actuelles de reprise des combats à l'Est depuis maintenant 18 jours justifient aussi qu'on puisse discuter, avoir le point de vue du gouvernement congolais sur ces événements, sur la manière dont ils peuvent impacter positivement ou négativement les discussions en cours à Kampala. Et puis j'avais aussi un sujet un peu plus spécifique à évoquer avec le ministre, à la demande de mes autorités. C'est à la suite, dans le prolongement en quelque sorte de la visite de Mme Trierweiler et de Mme Megidi récemment en République démocratique du Congo. Ensuite, le ministre Tchibanda a reçu Mekleb Kotber, envoyé spécial du président intérimaire de l'Égypte, Adli Mansour. On a un nouveau cabinet, on a maintenant un comité qui revise la constitution égyptienne pour mettre au jour ce que se passe, et on aura les législatifs après 4 mois de cette comité, puis la présidentielle. Ça veut dire d'ici jusqu'en novembre, on aura un président élu par le suffrage universel. Avant ça, un parlement qui sera élu par le peuple, et ce sera tout normal. Et on espère que les amis, les pays frères et amis nous soutiennent le peuple égyptien de ce soulèvement. Ce n'est pas une révolte, c'est un soulèvement contre un régime qui n'ont pas pu résister pour un. L'Égypte, à travers son émissaire, sollicite le soutien de tous les pays amis à ce processus, a souligné Mokleb Kotber. Nous allons rester aux affaires étrangères pour vous dire que le Japon octroie à la République démocratique du Congo 6 millions de dollars américains à titre d'aide financière non remboursable. La signature et l'échange de notes de cette aide pour l'année fiscale 2013 a eu lieu ce lundi 22 juillet 2013 entre l'ambassadeur du Japon en RDC et le ministre des Affaires étrangères. On fait le point avec Solange Kwale-Pembele. 600 millions de yens, soit 6 millions de dollars américains, tel est le montant d'aide financière non remboursable et hors projet accordé par le Japon à la République démocratique du Congo. Sa matérialisation découle de la signature de l'échange de notes intervenu ce 22 juillet 2013 entre le ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Tchibanda, assisté du vice-ministre du Plan, et l'ambassadeur du Japon en RDC. Je souhaitais que nous continuions à avoir des cérémonies comme celle-ci, signant des échanges de notes pour consolider cette coopération, pour créer les bases, disponibiliser les ressources pour les différents projets que nous avons à réaliser ensemble dans ce pays, dans l'intérêt du peuple congolais, mais aussi dans l'intérêt bien compris. Cette année, ce n'est pas terminé pour la signature des échanges de notes, il y en a encore 2 projets. Je vais faire, comment dirais-je, fort pour développer notre coopération bilatérale. Concrètement, cette aide consistera pour le Japon à fournir au gouvernement congolais des produits que lui-même aura sélectionnés. Il reviendra donc à la RDC, à travers son gouvernement, de vendre ces produits à un prix inférieur à celui du marché sur le plan local. D'autres accords seront signés cette année pour un montant de 80 millions de dollars américains pour mettre en œuvre les engagements pris en marge de la TICAD 5 entre le gouvernement du Japon et celui de la RDC.
Au ministère de Finances a eu lieu également ce 22 juillet un accord de financement en présence du ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi. C'est l'accord de projet signé entre la Banque mondiale et les entreprises ainsi que les établissements publics du secteur de transport et voies de communication. Cet accord de dons pour un montant total de 290 millions de dollars américains, dont de 180 millions pour les financements additionnels du projet de transport multimodal, faisant poser les montants total de ces projets à 435 millions de dollars. Nous y reviendrons demain avec images et commentaires. Et puis, le vice-premier ministre et ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba, a inauguré samedi 20 juillet le pont Fulenzi à Kipandu dans le Bas-Congo. Ces ponts relient la République démocratique du Congo à la République de l'Angola. Reportage sur place, Africa Mujinga. Bonne nouvelle pour la population de Kimpangu dans le Bas-Congo et ses environs. L'inauguration du pont Fulenzi facilitera la circulation des personnes et des biens à l'axe Kwilungongo qui relie la République démocratique du Congo à l'Angola. Une initiative des chefs de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans sa vision de la révolution de la modernité. Détruit lors de la guerre en Angola par les MPLA, pour empêcher l'UNITA de traverser la frontière. 14 ans après, le vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, s'est dit satisfait de la construction de cet ouvrage et surtout de son inauguration. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que notre pays aille, si vous voulez, puisse tirer profit de ces opportunités économiques en Angola. Et c'est en ayant des ouvrages comme ceux-ci qui facilitent la circulation des hommes et des biens que nous pourrons mieux tirer profit et consolider nos relations de fraternité avec ce pays frère. Exécutés par l'Office des routes, les travaux de ces ponts métalliques ont duré 4 mois et ont coûté 837 000 $. Le pont Fulenzi a une capacité de supporter 41 tonnes en termes de poids et a une durée de vie de 60 ans. Dans les restes de l'actualité, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a organisé une matinée d'information ce 22 juillet 2013 sur les concertations nationales au ministère des Affaires étrangères. Parmi les participants à cette matinée, l'on pouvait compter les présidents des différents partis politiques et certains membres de la société civile, Patricia Bassois, Eliezer Wezolo et Duzen Belebele. Reportage. Sous la direction de Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les différents présidents des partis politiques et de la société civile ont pris part à la matinée d'information organisée pour les éclairer sur les concertations nationales. Le ministre Richard Mouyej a tenu à rappeler que la cohésion nationale est plus que nécessaire. Celle-ci requiert que chaque Congolais oublie les points de divergence pour se retrouver autour du bien le plus cher qu'est le Congo. Il a aussi rappelé que le but de ces concertations est de réunir toutes les couches sociopolitiques de la nation afin de réfléchir, d'échanger et de débattre en toute liberté à travers tous les voies et moyens susceptibles dans le but de consolider la cohésion nationale, de renforcer et étendre l'autorité de l'État sur les territoires nationaux pour mettre fin au cycle de violence à l'est du pays. Le ministre a conclu son discours en lançant un vibrant appel à tous les dirigeants des partis politiques pour qu'ils puissent accepter de participer aux concertations nationales. L'opposition politique a pris connaissance de l'invitation adressée aux partis politiques par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej. Elle décline cette invitation parce qu'à l'aube du dialogue politique qui s'organise, le ministre n'a pas qualité de convoquer le parti politique pour discuter de ces sujets. Et puis la cérémonie de passation de pouvoir entre le gouverneur ad intérim de l'Équateur, le gouverneur élu récemment, Louis Alphonse Koya Gallo, a eu lieu ce lundi 22 juillet à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Il faut dire que le nouveau gouverneur a plusieurs défis à relever dans cette province car l'Équateur est considéré comme la province la plus reculée sur le plan des développements parmi tant d'autres. Dans un autre chapitre, les jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, se sont retrouvés dimanche 21 juillet à leur permanence du Moamba, dans la commune de Lemba. Ils ont échangé avec leur secrétaire général sur le conclave de l'opposition, la CENI et les concertations nationales ainsi que l'Imperium. La suite en images avec Sylvain Kapombo-Bosenkele. C'est une grande rencontre qui a réuni les combattantes et combattants des 7 communes de la capitale, incluses dans la fédération de l'UDPS Moamba. Objectif, parler du fonctionnement de cette plateforme de l'opposition politique, ainsi que de certaines questions politiques du pays, notamment les concertations nationales et autres.
Abordant le problème de l'impérium, longtemps clamé par ses partis chers à Étienne Tshisekedi Wamulumba, son secrétaire général a apaisé l'Assemblée. Nous n'avons pas donné une promesse qui ne soit pas tenue jusqu'à ce jour. Le président du parti, président de la République élu, avait dit que 2013, c'est l'année de la libération. Mais qu'en est-il de la non-participation de l'UDPS au dernier conclave de l'opposition? L'UDPS n'est pas un parti de l'opposition aujourd'hui. L'UDPS est un parti au pouvoir. Le numéro 2 de l'Union pour la démocratie et les progrès social a exhorté ses combattants à participer activement à la contribution mensuelle pour la bonne marche du parti. L'occasion était également propice pour le président fédéral Dimo Amba de présenter à la base les différents cadres qui militent pour la survie du parti. Sachez aussi que les acteurs de la société civile de la République démocratique du Congo ont clôturé les travaux du Forum national tenu à Kinshasa pour un partenariat solide et prometteur. Le ministre du Plan Célestin Vouna Bondi a salué les résolutions de ces assises résumées par l'engagement pour la paix et le développement du Congo profond. Eric Izami et Blaise Souda. Venus de toutes les 11 provinces de la RDC, les acteurs de la société civile ont réfléchi pendant 4 jours au centre Thérésianum de Kintambo et sont tombés d'accord sur la mise sur pied d'un cadre de concertation pour un échange, dialogue voulu permanent en vue de bâtir un Congo nouveau dans la paix. Cette rencontre n'a pas été convoquée seulement pour les concertations nationales à venir, mais pour le futur. Il faut enrichir le partenariat gouvernement et société civile. Cette dernière a été depuis une décennie en RDC fichée comme une force réelle mais disparaître. C'est ainsi qu'au fort de résolutions prises, les acteurs ont promis d'aller œuvrer pour l'évangélisation de la paix, gage de tout développement. Je reviens à vous, Monsieur Fabrice Barsoya. Dites-nous quelles sont les attentes et les obligations du CDR. Nous sommes très désagréablement surpris au moment où tous les observateurs internationaux et nationaux, les regards sont rivés vers le comportement des politiques tant de la majorité que de l'opposition. Qu'est-ce qui se trame dans l'esprit de nos collaborateurs, de nos frères du MLC, qu'à cela ne tienne. Mais déjà d'entrée de jeu, le courant démocratique des rénovateurs, au-delà d'exiger la démocratisation du MLC, exige le départ sans condition de Thomas Louaka comme secrétaire général. Et aujourd'hui, nous l'avons annoncé, nous suspendons toutes nos contributions au mouvement de libération du Congo tenu par Thomas Louaka jusqu'à ce que soit convoquée l'Assemblée des constituants. Voilà en succinctement ce que nous avons demandé aujourd'hui. Dans la suite de l'actualité, la 9e édition du Festival panafricain des musiques FESPAM s'est clôturée vendredi 19 juillet par le mot de clôture des directeurs de cabinet du président de la République du Congo, Aïssa Firmin, au stade Félix Eboué. En marge de cette 9e édition, il a été organisé un symposium international et une élection Miss FESPAM. José Moussangana, Henri-Noël Moutaviokia et Tito Maboudi nous proposent la synthèse de cette activité. Tout est bien qui finit bien, c'est le cas de le dire avec la 9e édition du Festival panafricain de musique qui a été clôturée par le directeur du cabinet du président de la République du Congo, M. Aïssa Firmin. Autre fait marquant à retenir, c'est la 7e édition de Miss FESPAM. Le jury a jeté son dévolu sur Aurore Moutessi, d'origine rwandaise. À droite, c'est Maïga, première dauphine d'origine malienne. À gauche, c'est la 2e dauphine, Bénédicte Ngiabia, qui est Miss France-Congo. Elle représente le 2 Congo en France, mais son pays d'origine, c'est la République démocratique du Congo. Toutes les 3 ont été reçues par le ministre congolais de la Culture, M. Jean-Claude Gakosso, et ont bénéficié des enveloppes consistantes et des parfums FESPAM. Mais puisque FESPAM n'est pas que spectacle, les experts venus du monde entier ont eu à réfléchir au cours d'un symposium international sur le thème des musiques africaines, facteurs d'authenticité et vecteurs d'émergence. Ces scientifiques se sont mis d'accord sur la place à accorder à l'artiste, au centre bien sûr, en lui donnant son réel statut. Au terme de cette